On va donc passer à la prochaine conférence de ce soir, donnée par Guillaume Hébrard. Alors Guillaume, ta conférence est intitulée ce soir WASP 148, un système exoplanétaire en forte interaction. Donc tu es directeur de recherche au CNRS et chercheur à l'IAP. Après avoir étudié le milieu interstellaire et l'abondance des éléments, tu t'es consacré aujourd'hui principalement à la recherche et à la caractérisation des planètes extrasolaires, notamment en spectroscopie et par la méthode des vitesses radiales. Donc je suppose que tu vas nous en parler un petit peu plus. À toi. Très bien. Donc en effet, je vais vous parler de WASP 148, un système exoplanétaire en forte interaction. Et en fait, en exoplanétologie, il y a tout un tas de choses à faire, mais c'est quand même, comme on l'a vu depuis le début, c'est quand même une science assez récente. Ça fait 25 ans à peu près qu'on détecte des exoplanètes. Et donc, il y a une grande partie de l'exoplanétologie qui consiste à explorer la diversité de l'univers. Qu'est-ce qu'il y a comme type d'exoplanètes? Est-ce qu'il y en a qui sont semblables à celles qu'on a dans notre système solaire? Est-ce qu'il y en a des différentes? Et puis s'intéresser à des cas particuliers qu'on trouve, essayer de comprendre quels sont les processus, de bien les caractériser, essayer de comprendre quels sont les processus physiques, chimiques qui peuvent se produire en leur sein. Et c'est de ça dont je vais vous parler ce soir, en donnant un exemple. Donc WASP 148, je vais vous parler un petit peu des particularités de ce système exoplanétaire, pourquoi il est intéressant, quelles sont ses particularités, quels sont les phénomènes physiques, certains phénomènes physiques qui s'y produisent, et puis comment on l'a détecté, comment on l'a étudié, donc en vous racontant un petit peu l'histoire de son étude et de sa découverte. Donc là, on voit une vue d'artiste de ce système. Donc c'est un système, pour l'instant, on sait qu'il y a une étoile et deux planètes qui lui tournent autour. Et notamment, il y en a une, comme on le voit sur cette vue d'artiste, il y en a une qui passe devant son étoile. Elle est en transit. On en a parlé depuis le début de cette soirée de la méthode des transits. Et donc la méthode des transits, c'est une méthode qui est très puissante, mais c'est une méthode qui n'est pas du tout efficace. C'est-à-dire que la plupart des planètes, vues depuis la Terre, elles ne sont pas en transit, ou elles passent un peu au-dessus de leur étoile, un petit peu en dessous. Donc d'une manière générale, un transit planétaire, on peut considérer que c'est quelque chose de rare. Et donc, pour détecter quelque chose de rare, qu'est-ce qu'on fait de manière générale, en science notamment? On observe beaucoup d'étoiles, par exemple. Si on observe beaucoup d'étoiles, dans le tas, on se dit on va bien en trouver quelques-unes qui auront des planètes en transit devant elles. Et ça, notamment, c'est ce que fait l'expérience SuperWASP. SuperWASP, c'est une expérience qui est située aux Canaries. C'est essentiellement une expérience de nos collègues britanniques. Elle est installée aux Canaries, à l'île de La Palma, à l'observatoire Rockway de los Muchachos. Et on voit ici l'expérience SuperWASP dans ce toit coulissant. Et donc à l'intérieur du toit, on voit une image. C'est 8 petits télescopes, on peut même dire 8 gros appareils photo, qui observent les étoiles, le ciel toutes les nuits, et qui observent des courbes de lumière, donc observer la lumière en fonction du temps, de millions d'étoiles. Et donc sur ces millions d'étoiles, essayer de bien les observer, essayer de voir si de temps en temps, il n'y a pas une baisse de la lumière de certaines de ces étoiles, qui pourrait être due au passage d'une planète devant ces étoiles. Et donc, le WASP 148, elle a été détectée comme ça au tout début, en tout cas le candidat a été détecté comme ça. Donc SuperWASP a détecté un candidat pour une planète en transit, c'est cette étoile qu'on voit ici en bas, là au bout de cette flèche rouge. Et donc SuperWASP, cet instrument que l'on voit, c'est 8 petits télescopes. Voilà le type d'observation qu'ils ont pu faire. Ce que l'on voit ici, ce sont les courbes de lumière, c'est-à-dire chaque point, c'est une quantité de lumière de l'étoile qui a été mesurée en fonction du temps. Et donc on voit 3 mesures, une en 2008, une en 2010, une en 2011. Et à chaque fois, on voit une petite baisse de la lumière, et le trait noir, c'est le modèle. On fait un modèle pour essayer de reproduire les données. Et donc un modèle comme ça, avec une baisse de lumière, ça peut être dû au fait qu'une planète passe devant son étoile. Et alors si on regarde les propriétés, les caractéristiques, les paramètres de ce modèle, sa profondeur, c'est 1%. La lumière de l'étoile baissait d'à peu près 1%. Et ça, 1%, c'est intéressant, parce que si on a une étoile grosse comme le Soleil, si on a une baisse de lumière d'à peu près 1%, ça veut dire qu'on a un objet à peu près gros comme Jupiter qui lui passe devant. La période orbitale, c'était 8,8 jours. Alors là, on voit un transit en 2008, en juin 2008, juin 2010, mai 2011. Donc il y a plusieurs possibilités de replier ça en phase. Et en fait, la meilleure solution, c'était 8,8 jours. Donc si c'est une planète grosse comme Jupiter qui tourne en 8,8 jours autour de son étoile, ça veut dire qu'elle est très proche de son étoile. Elle est à un dixième, quelques pourcents de la distance Terre-Soleil. Donc elle est vraiment très proche de son étoile, donc plutôt chaude. Et puis la durée du transit, enfin, comme on voit sur ces 3 transits, la durée du transit, c'est à peu près 3 heures. Et ça, d'après les lois de Kepler, et la taille attendue de l'étoile, si elle est grosse comme le Soleil, on s'attend bien à ce qu'un Jupiter qui tourne en 8,8 jours autour de son étoile mette 3 heures à passer d'un bout à l'autre de son étoile. Donc c'était très engageant, quoi. On se disait, il y a peut-être une planète qui passe devant cette étoile, mais comme vous voyez, quand même, il y a beaucoup de bruit, les points, il faut un petit peu les yeux de la foi pour se dire qu'il y a bien une planète qui passe devant cette étoile. Mais quand même, elle était intéressante, donc on a continué à l'observer, notamment quelque chose qu'on fait en science, souvent on observe les résidus.
Les résidus, qu'est-ce que c'est? On a des points de mesure et on a un modèle, et on soustrait le modèle au point de mesure. Si on a un bon modèle, eh bien, on doit être à 0. Et donc en dessous, vous voyez les résidus sur chacun de ces 3 transits. Eh bien, on voit les résidus, on ne voit rien de particulier. Bon, c'est dispersé, c'est l'incertitude de chaque mesure, rien de suspect, donc ce candidat semblait intéressant. Cependant, il y a quand même beaucoup de bruit, et puis en fait, même quand on a un très bon bruit avec cette méthode, la plupart des candidats trouvés comme cela, en fait, se révèlent par la suite ne pas être des planètes, être dus à d'autres phénomènes. Et donc, pour savoir si ce sont des planètes ou pas, eh ben, on les observe, ça donc c'était de la photométrie, on en a parlé avec Arnaud tout à l'heure, on les observe avec une autre méthode, la méthode des vitesses radiales, donc on fait de la spectroscopie, et on fait ça par exemple à l'Observatoire de Haute-Provence, ici dans le sud de la France. L'Observatoire de Haute-Provence, qui est très rattaché historiquement à l'Institut d'astrophysique de Paris, où nous nous trouvons ce soir. Ces 2 instituts ont été créés en même temps, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, donc dans le but de faire des observations à l'OHP et de les étudier par la suite à l'IAP. Alors les 2 instituts ont évolué par la suite, mais il y a toujours des gens ici à l'IAP qui analysent des observations faites à l'OHP. Et d'ailleurs, en ce moment même, l'OHP est en train de mener des observations, on en a programmé tout à l'heure, qui sont en train d'être effectuées en ce moment même. Donc le télescope qui a été utilisé pour ces observations, c'est celui-ci, le télescope de 1,93 m. 1,93 m, on en a parlé tout à l'heure, c'est celui qui a été utilisé par Mayer et Queloz pour leur détection de la première exoplanète en 1995. On continue à beaucoup l'utiliser. 1,93 m, c'est la taille du miroir primaire, donc ce n'est pas un très gros télescope par rapport au gros télescope maintenant qu'il peut y avoir dans d'autres observatoires, mais c'est quand même un beau télescope. Et puis, il est équipé d'un instrument qui s'appelle SOFI. SOFI, c'est un spectroscope extrêmement précis qui permet de mesurer la vitesse radiale des étoiles, c'est-à-dire mesurer le mouvement des étoiles de manière extrêmement précise. SOFI est l'un des instruments les plus précis au monde pour faire ce type de mesure. Et donc, voici le type de mesure qu'on a pu faire avec SOFI sur cette étoile, donc ce candidat de transit planétaire qui avait été détecté par SuperWASP. On voit ici la vitesse radiale en fonction du temps, mesurée en jours. Et donc, voici les mesures qu'on a pu réaliser avec SOFI. À chaque fois, on voit un point, on voit quelques points qui suivent certaines nuits, puis il y a des moments où on n'a pas d'observation, parce qu'on n'avait pas le télescope ou parce qu'il y avait des nuages. Et puis, très important, sur chaque point, chaque mesure, il y a une barre d'erreur, l'incertitude. En science, c'est vraiment très important de faire une mesure, et quand on fait une mesure, d'être capable d'estimer son incertitude, quel est le degré de confiance qu'on a dans cette mesure. Et c'est l'une des difficultés. Obtenir une mesure, c'est compliqué, mais estimer l'incertitude qu'on a sur cette mesure, c'est souvent encore plus compliqué, mais souvent tout aussi intéressant et parfois même encore plus important. Et donc ce que l'on voit, c'est qu'en fonction du temps, la vitesse radiale de cette étoile bouge. Donc une vitesse qui bouge, ça veut dire qu'il y a une accélération, cette étoile subit une force, et donc en fait, on peut essayer de passer un modèle à travers ces points pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et donc le modèle qu'on peut passer, c'est une sinusoïde comme cela, qui montre que l'étoile s'éloigne, s'approche, de manière périodique. Et si on regarde bien quelle est la période de ce mouvement, justement, c'est 8,8 jours. Donc c'est exactement la période qui avait été trouvée par SuperWASP en photométrie. Elle disait qu'il y avait quelque chose qui passait devant l'étoile tous les 8,8 jours. Et avec la même période, la même phase, l'étoile s'approche, s'éloigne de nous avec une période de 8,8 jours. Quand on a un phénomène périodique comme cela, ce qu'on a envie de faire, c'est le replier en phase, c'est-à-dire ne pas le montrer en fonction du temps, mais en fonction de la phase orbitale, c'est-à-dire la position de la planète autour de son étoile. Et donc ça ressemble à ça, ce sont les mêmes points, mais donc repliés en phase. Donc quand on est là, quand on part de 0, on continue, on va jusqu'à 1, et quand on est à 1, on retourne à 0. Donc replié avec une phase de 8,8 jours. Et donc on voit que ça marche bien, les points suivent à peu près cette courbe, ce modèle. Et donc il y avait deux tests qu'on a pu faire, mais donc on a pu valider que ce qui avait été détecté par SuperWASP, c'était bien une planète, et cette planète, on l'a appelée WASP 148b, WASP 148a étant l'étoile hôte de cette planète. L'amplitude du mouvement de vitesse radiale, on voit sur cette échelle, c'est à peu près plus ou moins 40 mètres par seconde. Ça, c'est directement relié à la masse de la planète. Et quand on fait les calculs, on voit que la masse, c'est 0,4 masses de Jupiter. Donc en gros, c'est à peu près la taille de Jupiter. Je vous ai dit 1% pour la profondeur. 0,4 masses de Jupiter, donc typiquement, c'est une géante gazeuse, un Jupiter chaud, comme on le détecte depuis 20-25 ans maintenant. Une planète grosse comme Jupiter, mais extrêmement proche de son étoile. Jupiter, dans notre système solaire, elle tourne en 12 ans. Cependant, quand on regarde plus précisément ces points, je vous dis que ça colle bien. En fait, ça ne colle pas si bien que ça. Mes points rouges, ils sont sur le modèle en noir, sur la sinusoïde, mais pas parfaitement. Donc on peut regarder de nouveau la même courbe que tout à l'heure, non plus en phase, mais en fonction du temps. On voit les points mesurés en fonction du temps. Et donc je vous ai dit, on peut regarder les résidus, c'est-à-dire on prend le modèle, la sinusoïde, et on la soustrait aux points d'observation qui sont ici tracés en rouge. Et c'est ce qu'on voit ici en bas, on voit le résidu. Et le résidu, il est autour de 0. Globalement, le modèle n'est pas trop mauvais, mais on voit qu'il n'est pas parfait. Et on voit que l'écart des résidus, par rapport à 0, il est bien plus grand que les incertitudes. Alors, où on s'est trompé sur les incertitudes, peut-être que nos mesures ne sont pas aussi précises qu'on le croit, ou alors notre modèle est
pas complètement correct, il n'est pas trop mauvais, parce que même 8,8 jours, ça phase à peu près, ça marche à peu près. Mais donc, il y a quelque chose à trouver là pour améliorer le modèle, pour avoir une meilleure reproduction des données. Donc, on peut faire plusieurs choses. On pourrait dire, les orbites, peut-être qu'elles ne sont pas circulaires, mais elles sont excentriques, donc elles vont être un petit peu déformées. Peut-être qu'il n'y a pas une, mais 2, 3, 4 planètes, plus de planètes. Et donc, c'est ce qu'on fait en science. Quand on a un modèle qui n'est pas trop mauvais, mais qui n'est pas parfait, on essaie de réfléchir comment l'améliorer. Et puis, on fait d'autres mesures pour essayer de comprendre. C'est ce qu'on a fait. On a continué à observer. On a observé pendant 5 ans ce système. Et donc là, on a un bon modèle. On a de nouveau les vitesses radiales observées avec SOFI, mesurées avec SOFI en fonction du temps, dessous le résidu après le modèle. Un modèle à 2 planètes. Alors, on grossit sur certaines régions pour bien voir. Donc, on voit une sinusoïde à courte période. C'est bien 8,8 jours, donc la planète WASP 148b. Et puis, on voit une autre sinusoïde à plus longue période. Il y a une deuxième planète dans ce système qu'on voit ici l'année suivante qu'on a observé. On a vu la même chose. Et donc, de nouveau, si on replie en phase, comme je le disais tout à l'heure, ces données, donc là, on a les mêmes points de mesure, on en a beaucoup, 5 ans d'observation. Et donc, on voit que ça, on a une belle reproduction de 2 sinusoïdes, donc on a bien 2 planètes excentriques. On est excentrique parce qu'on n'a pas une sinusoïde parfaite, elles sont un peu déformées, ça c'est caractéristique d'une orbite excentrique, donc pas tout à fait circulaire. L'amplitude du mouvement des vitesses radiales est directement reliée à la masse, et donc on a les masses de ces 2 planètes, 0,29 masse de Jupiter et 0,40 masse de Jupiter, donc elles sont un petit peu moins massives que Jupiter. Pour celle-là, la WASP 148b, on sait qu'elle est en transit, donc on mesure sa taille, on sait qu'elle mesure 0,72 rayons de Jupiter, on a la taille, on a la masse, on peut déduire la densité. Elle fait 0,96 grammes par centimètre cube, donc globalement, typiquement, la densité de l'eau, un petit peu moins dense que notre planète Jupiter, un petit peu plus dense que notre planète Saturne. Donc vous voyez, avec ce type d'observation, on peut commencer à étudier, à appréhender la structure de ces planètes. Là, c'est clair que c'est une géante gazeuse, on mesure sa densité. Donc une vue d'artiste de ce système, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, avec l'étoile, la planète B en transit devant, et puis la planète C qui est plus éloignée. Une vue là du dessus où on voit l'étoile A, la planète B et la planète C qui lui tournent autour. Si on met ce système à l'échelle du système solaire, on voit les planètes Mercure, Vénus et la Terre. Donc on voit que c'est très différent de ce qu'on a dans le système solaire. Ces planètes sont beaucoup plus proches de leur étoile que les planètes qui ne le sont dans notre système solaire. Et puis elles sont plus massives. Ce sont des planètes, des géantes gazeuses, alors que Vénus, Mercure, la Terre, ce sont des planètes plus petites et de nature tellurique. Et puis enfin, quelque chose de très intéressant sur ce système, c'est que si on regarde plus précisément les périodes orbitales, comme je vous ai dit, la première c'est 8,8 jours et l'autre c'est 34,5 jours. Et si on regarde ça plus en détail, c'est à peu près un rapport 1 à 4 entre ces 2 périodes. Pas exactement, mais presque. Et donc ça veut dire qu'on est proche de la résonance. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Une force très importante évidemment en astrophysique, c'est la gravité. Toutes les masses s'attirent les unes les autres. Donc l'essentiel, c'est l'étoile avec une planète qui lui tourne autour, et donc ces 2 masses s'attirent l'une l'autre. Mais en fait, les 2 planètes s'attirent également l'une l'autre. Et comme l'une fait un tour pendant que l'autre en fait 4, assez souvent, elles se trouvent dans les mêmes configurations et leurs interactions se trouvent amplifiées. Et donc ça peut donner lieu à tout un tas de phénomènes. Je vais en montrer un uniquement là. On voit ici le système vu du dessus avec la planète B et la planète C. Et quand on est ici, en fait, là, la planète C et la planète B, les 2 s'attirent. Donc, dans cette configuration-là, la planète B va être un petit peu accélérée. Donc, elle va tourner un petit peu plus vite. Si on va un petit peu plus loin sur leur orbite, à ce moment-là, la planète B et la planète C s'attirent. Et donc là, la planète B va être un petit peu ralentie. Donc, en gros, la planète B, des fois, va accélérer, des fois va ralentir, des fois va accélérer, des fois va ralentir. Et donc, la période orbitale de cette planète ne va pas être exactement constante. Si on prend une étoile et une planète, juste les lois de Newton, les lois de Kepler, on a une période exactement constante, elle ne bouge pas avec le temps. Là, avec les perturbations des 2 planètes, on a des variations de la période de chacune des planètes. Et ça, on peut les mesurer très précisément parce que la planète B, elle est en transit. Et donc, on voit les 3 transits que je vous ai montrés tout à l'heure. On a observé d'autres transits par la suite, donc vous voyez de meilleure qualité. Notamment, je peux indiquer celle-ci parce qu'elle a été observée à l'observatoire Hubert-Reeves, qui est un observatoire d'astronomes amateurs dans la ville de Mars, la bien nommée, en Ardèche, un télescope de 60 cm, on le voit ici. Et donc ces données ont été utilisées avec d'autres données qui ont été obtenues par des astronomes professionnels. Et donc là, on voit sur cette figure le décalage qu'on pourra avoir dans le chronométrage du transit si on avait une période exactement constante en fonction du temps. Si on avait une constante, tous les points seraient sur 0. Et en fait, voilà ce qu'on a obtenu avec les 8 transits qu'on a observés. Des fois, le transit est un peu en avance, des fois, il est un peu en retard, sur une échelle de temps de plusieurs minutes, plusieurs dizaines de minutes. Et donc, je vais finir en vous montrant quelques modèles pour représenter ça. Comment on peut comprendre? Là, c'est la même chose. Ce sont les variations de chronométrage en fonction du temps. Avec différentes propriétés des planètes, on peut reproduire ces variations de chronométrage. Notamment, on voit que la courbe en vert en bas, on voit que c'est celle qui reproduit le mieux les observations.
Il y a d'ailleurs des activités qui ont été lancées par l'Association française d'astronomie, qui édite le magazine Ciel et Espace, pour réobserver avec des astronomes amateurs des transits. Notamment, il y a une grosse opération qu'ils ont lancée dans la nuit du 26 au 27 juin prochain pour observer un nouveau transit de cette planète. Et donc, alors il y en a d'autres qui observent, là c'est juste des observations faites avec les télescopes spatials TESS, mais je vais passer là-dessus parce que j'étais un petit peu trop long, et je vais conclure donc, en vous disant que le système planétaire WASP 148, c'est un système à 2 planètes géantes en forte interaction. Les variations de chronométrage font plusieurs minutes. C'est le seul système dans ce cas détecté depuis le sol aujourd'hui. Il a nécessité, pour obtenir ces résultats que je vous ai présentés ce soir, une douzaine d'années d'observation, à la fois en photométrie et en spectroscopie, à la fois du sol et un petit peu de l'espace. Je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais il y a également eu des observations spatiales ces derniers mois. Et puis, essentiellement par des professionnels, mais également par des amateurs. Et puis, d'autres amateurs vont continuer à les observer. Et donc, toutes ces observations, ces études, ça permet de mieux comprendre l'architecture de ce système, quels sont les phénomènes physiques qui s'y produisent, les interactions gravitationnelles, son histoire éventuellement, comment il s'est formé, comment il a évolué, comment il va évoluer. D'autres découvertes sont à venir, on va continuer à l'observer, on va continuer à essayer de modéliser ce système, et donc d'autres résultats sont à suivre sur ce système. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Je finirai juste avec un commentaire sur le ukuléliste masqué. Il a dit qu'il fallait dire s'il préférait un morceau slow ou fast. Donc moi, j'ai pas voté, enfin je vote pour un morceau slow. Donc pour ma part, je préfère un morceau slow pour finir tranquillement. Et je vous remercie pour votre attention. Moi, je vote fast. Moi. Alors, dans le chat, ça disait plutôt fast. Ah ouais, ah oui, fast. Je suis minoritaire. Pendant que les dessinatrices, dessinateurs nous rejoignent, on a eu une question que j'ai trouvée intéressante tout à l'heure de Rémi Julien qui demandait comment on déduit l'âge des exoplanètes. Alors la question de l'âge des exoplanètes, a priori on dit c'est l'âge des étoiles, c'est un peu ça dans notre système solaire, on dit que l'âge de la Terre, 4 milliards et demi d'années, c'est la même chose que l'âge du Soleil, et donc la question c'est comment on mesure l'âge des étoiles. Alors ça c'est une grande question, et c'est une question qui n'est pas facile, parce que là les lois de la gravité, on les connaît bien, et donc on arrive bien à mesurer la masse des planètes, les distances orbitales, ce genre de choses-là. L'âge c'est plus compliqué, il faut beaucoup de physique stellaire. Si on était un petit peu caricatural, on dirait qu'il y a un peu de cuisine, c'est-à-dire qu'il y a plein de modèles à faire, qu'on maîtrise plus ou moins bien, et donc parfois il y a des difficultés, donc assez souvent il y a des grandes incertitudes pour mesurer l'âge d'une étoile, et donc par correspondance l'âge de la planète qui lui tourne autour, mais parfois il y a des cas où on peut très bien les mesurer. Il y a certains cas particuliers où on mesure très précisément l'âge des étoiles, et puis il y a la mission spatiale Plateau qui va être lancée par l'Agence spatiale européenne dans quelques années, qui va étudier très précisément par une autre technique, l'astéroséismologie, dont on n'a pas parlé ce soir, mais qui est une technique très puissante, qui elle peut donner des mesures beaucoup plus directes de l'âge. Donc on peut penser que dans quelques années, on aura des mesures bien plus fiables des âges des étoiles et donc des planètes qui sont hébergées par elles. Merci beaucoup pour ces réponses. Est-ce qu'on a des dessinatrices, dessinateurs qui sont prêts à nous rejoindre? Oui. Et oui. Et oui, nous avons Valentine et Zélie. Notre équipe choc. Toujours en pleine forme. Toujours en pleine forme, alors que je télécharge le tout dernier dessin de Valentine qu'elle va pouvoir nous présenter instantanément, je pense. Évidemment, ce n'est plus là. Pardon. C'est très mignon. Merci. De quoi donc? Le dessin? Ah oui. On passera sur ça, c'était censé être sa jambe. Alors attends, les gens ne voient pas encore. Parfait. Les gens peuvent voir, ce n'est pas encore voilà. à l'écran. Donc en fait, c'est un couple qui dit « Oh, regarde, chouchou, Attends. Jean-Eudes joue avec Sophie », et l'autre qui dit « Oh, un futur astronome Non, ». Et on voit Sophie la girafe. C'est bon, c'est bon. Et le bébé est probablement passé sous un camion, je pense. Le bébé. Le pauvre. Ouais. Pauvre enfant. Donné aux associations qui luttent contre les enfants passés sous des camions. Et voilà, si votre enfant joue avec Sophie la girafe, peut-être qu'il deviendra astronome. Ou qu'il est passé sous un camion. Est-ce que les deux sont causalité? Alors, tu as fait lequel, Zélie? Alors, pas celui-là, le dernier. Des petites abeilles trop mignonnes. Oui. Oui. Peut-être ce sont des guêpes. Ah oui, peut-être. Exactement. Mais elles sont beaucoup trop mignonnes pour être des guêpes. Mais les guêpes sont très mignonnes. Il faut juste pas les avaler. Ah, c'est bon, on le voit.
Alors, c'est de toute évidence une référence au nom du système exoplanétaire. Et pourquoi cela? Alors, figurez-vous que WASP, en anglais, ça veut dire guêpe. Voilà. Effectivement. Donc, j'ai fait des petites planètes en forme de guêpe qui sont en forte interaction. En forte interaction. Voilà, En faisant des bzzz. c'est ça. Donc, effectivement, normalement, il y en a 2, mais bon, je me suis dit que ça ferait plus d'interaction s'il y avait plus Si on de... avait 148, par exemple. C'est ça, exactement. Plus on est de fous, plus on rit. Et que pose cette Blonde. petite guêpe en bas à gauche? Elle a l'air de poser une question. Elle est un peu perdue parce qu'elle ne fait pas face aux autres, donc elle cherche quelqu'un avec qui interagir. Ah, Voilà. effectivement. Eh bien, très bonne. Beaucoup d'assistanat social ce soir dans ces présentations. Passons peut-être à un dessin de Zélie pour que Valentine continue de nous présenter des dessins qu'elle n'a pas fait. Parfait. Alors, c'est un dessin que j'adore. Ouais. Ah oui, une Donc, c'est référence. Les Mondes Lointains en direct via Zoom. Et donc, on voit la chercheuse qui nous appelle depuis très loin, qui dit « Bonjour, vous m'entendez bien ? Bien, bien. » Il y a de l'écho, mais pas de délai du coup. Incroyable. Qu'est-ce que c'est beau. Incroyable. Parfait. Je ne sais pas si on a bien vu le dessin. Passons à un autre dessin de Valentine commenté par Zélie. Ah, c'est ça. La spécialité de la J'allais soirée, demander bien sûr. celui-là. Je l'aime beaucoup, celui-ci. Il Merci. est parfait. Et voilà, apparaît-il à l'image? À présent, oui. Alors, un dessin de Valentine, donc c'est un dialogue. Tu as trouvé un système? Non, mais j'ai trouvé Casper. Normal, c'est un spectroscope. Habile. À méditer. Une blague de très bonne facture, Je trouve très drôle aussi. qui a demandé beaucoup d'efforts de jeu de mots. Mais oui, parce As-tu que- un bac en jeu de mots? Ah, si tu savais. Ok. Parce qu'un J'ai spectroscope, pas un bac en répartie, en tout cas. Oui. Eh bien, moi non plus, apparemment. Je vais me un contenter de... spectroscope sert à obtenir des spectres Eh oui. pour votre culture. Eh oui, jamais. Eh oui, j'ai mis. Mais ça, un petit dessin d'Agatha commenté par Zélie, qui est quand même très coloré. Agatha fait beaucoup de dessins très colorés, c'est très joli. Quel talent. Effectivement, si seulement elle venait nous en parler. Alors, effectivement, très coloré. Dès 2026, en quête de super terre. Oui, bah, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose. Voilà, ça se suffit à lui-même. Je ne vais pas expliquer la blague. Et personne n'a dessiné Super Wasp en mode Superman. Mais The Wasp, tu sais, c'est un film Marvel, donc peut-être qu'on aurait pu avoir des références à ça. Ouais. D'ailleurs, je pense que c'est comme ça que la moitié d'entre nous ont appris qu'est-ce que voulait dire Wasp en anglais. Non. Non. Non, bah, très bien. Avec Très Ant-Man, ils sont beaucoup dans les insectes. C'est vrai, c'est vrai. Un petit dessin de Valentine, commenté par Valentine. Allez. Ça me paraît. Oui, donc c'était le système WASP. Attends, Il y avait deux attends. planètes qui tournaient autour Attends. d'une étoile. Pardon. Ah, pardon, je vais trop vite. Excuse-moi, j'étais Faut en faire de grande- l'audiodescription. j'étais en Oui, en grande c'est détresse. C'était à propos du système WASP. Donc, il y voilà. avait deux planètes qui tournaient autour d'une étoile. Et donc, on voit une étoile qui joue la hard to get. Et qui dit non, ils ne mourront pas aussi facilement. Alors Et qu'on donc, sait- il y a une petite planète qui tend un diamant sur une bague et l'autre qui tend une fleur. Et c'est un petit peu sexiste ce dessin quand même. c'est ce que j'allais dire. Ouais, hein. Mais j'aurais quand même pris la bague parce que vu la gueule de la fleur. Ouais. C'est vrai Oui, mais la fleur, elle sent bon. Mais la bague aussi. que, dans l'espace, une fleur sent bon. Non, c'est une vraie question. Hein, Ah, je ne le sais bac pas. réparti, beaucoup d'échecs cette année. Écoutez, il est 23h19. Nous commençons à fatiguer un petit peu. Voilà. Les blagues ne sont plus d'aussi bonne qualité qu'avant. Toutes nos excuses. On ira se repoudrer le nez et pour reprendre un peu d'énergie. Tout à fait.